Bonsoir à toutes et à tous. Après la rétrospective, la carte blanche et l'exposition de des 101 heures de ces trois petits cochons qui faisaient monologuer Goethe, Hitler et Fassbinder en 2013 ici au Centre Pompidou, on est très heureux de retrouver le cinéaste catalan Albert Serra pour ce deuxième épisode de son feuilleton parlé, corps à corps, imaginé dans le cadre de cette édition du festival hors piste consacré aux âges de l'image. Et avec lui, son invité aujourd'hui, le cinéaste roumain Radu Jude. Depuis le film Au nord des Cavalleria en 2006, une épopée intemporelle qui était tirée du Don Quichotte de Cervantes, Albert Serra construit une œuvre multiple, alternant les propositions pour le monde de l'art et les projets de cinéma tels que Liberté en 2019, qui suivait les échanges de regards, de paroles, de fluides et de coups le temps d'une nuit sadomasochiste au XVIIIe siècle, ou encore avec la mort de Louis XIV en 2016, qui mettait en scène Jean-Pierre Léaud en monarque putrescent. Alors quel corps, quels états du corps accepte-t-on de regarder? Quelles paroles est-on prêt à recevoir? C'est l'interrogation perpétuelle de ce qui fait scandale, et avec elle d'une morale, il faut bien l'appeler ainsi, que construit le monde contemporain sous nos yeux et pourtant dans notre dos, je veux dire par là que nous n'en prenons pas conscience, qui est au cœur du travail d'Albert Serra comme de celui de Radu Jude. Alors on pourrait ajouter à ce qui les rapproche, outre leur âge, chacun comptant à peu près 45 ans, une créativité débridée, un appétit d'ogre qui ne cesse l'un et l'autre de produire. Depuis son premier court-métrage en 2006, lui aussi, La lampe au chapeau, Radu Jude a ainsi réalisé près de 30 films. Parmi ses fictions arrivées jusqu'en France, on se souvient notamment d'Aférim en 2015, une autre variation sur le Don Quichotte de Cervantes situé en Roumanie au XIXe siècle. Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares en 2018, où une femme montait un spectacle en pleine rue sur l'implication de l'armée roumaine dans le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui réveillait ainsi l'antisémitisme des foules. Et puis tout récemment, Bad Luck Banging au Looney Porn, qui a remporté l'Ours d'Or à la Berlinale en 2021 et qui est sorti ici en décembre. Parallèlement, Radu Jude réalise aussi des documentaires et des montages d'archives qui travaillent aussi le temps au sens de l'histoire, la mémoire collective roumaine mais aussi européenne, amputée par les dénis et les falsifications. Alors merci beaucoup Albert Serra et Radu Jude d'être là ce soir, d'avoir fait chacun le pas vers l'autre qui vous réunit ici pour la première fois. Je vous laisse tout de suite la parole. Bon, bonsoir à tous, merci pour cette présentation et pour avoir venu, le public ici évidemment. L'idée comme de les rencontrer hier, c'est celui de demain, c'est de parler un peu d'une façon totalement, non, toi tu étais ici hier, alors il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de, c'est-à-dire, de plan pour ce qu'on doit faire ou parler ce soir, mais ça m'intéressait aussi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fois la chance de faire une petite conversation entre réalisateurs. Tu sais, parce que ça... C'est à cause de toi, parce que dans des interviews, tu dis tout le temps que je déteste les réalisateurs. Je faisais aucune autre chose que de parler avec un autre réalisateur. Ils sont tous des imbéciles. Non, c'était pas ça, mais en même temps, je suis très intrigué du point de vue de la fabrication, et surtout parce que quand j'ai vu ton film, dernier film, non, il y avait des petites questions qui se posaient là, et à partir d'ici, non, je sais pas, je pense que c'est intéressant toujours de parler de comment les films sont faits, comment sont fabriqués, surtout s'il peut y avoir une espèce de sincérité. Là, c'est enregistré, tout ça. Mais hier, je n'étais pas enregistré parce qu'il y avait, je sais pas, il ne voulait pas la vidéo. Non, Jimmy ne voulait pas, apparemment. Oui. Alors, non, mais l'idée de comment on fabrique les choses. Non? Et par exemple,
ce qui m'intrigue beaucoup à moi, et je pense que c'est intéressant que tu racontes un peu, pour commencer, hein, moi je peux parler de mon expérience, par rapport à ton dernier film, l'idée de les scènes de sexe, non? Que moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un côté trash, un côté un peu provocatif, plus ou moins, tu sais, même légèrement subversif dans une certaine façon. Moi je pense toujours qu'il y a, comme dire, la provocation c'est un peu la porte de la subversion, non? Il nous fait rentrer dans certains moments un peu inattendus, même si la provocation en soi, ça n'a pas en valeur, mais c'est presque nécessaire, non? Pour nous conduire vers des territoires. Alors là, non, le point de départ de ton film, c'était très intéressant. Et en même temps, non, on se demande, parce que moi j'aurais aimé aussi dans mon film Libertin, il y a des images un peu osées, mais j'aurais aimé quelque chose un peu plus, je ne sais pas. Mais c'est pas si facile, en plus avec la façon. Je sais peut-être tu travaillais avec des acteurs pour nos professionnels, pour certains plans, ça je ne sais pas, et peut-être toi tu peux en parler, parce que je trouve que c'est très intéressant ça. Et aussi avec des autres expériences de films que j'ai vus, où il y a des sexes explicites, ou même très explicites, comme ils fabriquent ça, non? Et comme ils arrivaient à convaincre, notamment, j'ai vu certains films de Ulrich Seidel, par exemple. C'est vrai que Lars von Trier, il a fait des scènes où il y avait, c'est évident, mais c'était avec entre copains, entre amis, et il avait une valeur. Mais, non, de mon point de vue, c'est intéressant quand c'est pas prévu, quand c'est pas parlé, et quand ça arrive d'une façon spontanée, mais en même temps qui est vraiment osé, et vraiment explicite, et ça pose une angoisse non, évidente, et une tension évidente à les gens, parce que ça donne une intensité à l'image, ce qui est encore plus difficile dans ton cas, parce qu'il y a un côté un peu comme ça, joyeux, trash, festif, léger. Non? Et là, dans cette... moi, j'étais très intrigué pour ça, parce que... Non? Comment le faire? Et c'est pas si évident. Parce que moi, je le ferais moi-même, j'aurais aucun problème. Tu sais, si quelqu'un me dit faut que tu fasses ça, moi, il faut faire, je fais. Mais quand tu te trouves avec les acteurs, tout ça, c'est pas si évident. En plus, moi, j'aime pas de parler, j'aime pas de demander les choses. Et non, ça arrive à un point où c'est pas évident qu'est-ce qui va arriver. Et bon, peut-être tu peux en parler plus parce que c'est très intéressant de voir. C'est très choquant et c'est très beau le début de ton film alors. Bon, mais tu vois, tu as dit un mot qui est important et difficile de définir vraiment, qui est le mot provocation. Et je me souviens d'une anecdote de Buñuel qui disait qu'après la guerre, il s'est rencontré, je ne sais pas, dans les années 50 avec André Breton. Et Breton, le dit Buñuel, a crié, vraiment a crié en face de Buñuel en disant qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après tous les horreurs qui s'est passées, on ne peut pas provoquer avec rien parce que le tragique était assez grand que tout ce que les surréalistes faisaient pour épater le public dans les années 20 ou 30 devenait à son pensée rien. C'était des choses trop petites pour faire. Donc ça, c'est une question à penser. Qu'est-ce que c'est? Parce que je suis aussi d'une certaine manière pour la provocation, mais qu'est-ce que ça peut être la provocation maintenant? Et pour répondre un peu en dehors de ça, je dirais que moi, je suis, parce que nous sommes en France, je peux donner des exemples opposés où je me ressens proche au niveau idéalement, parce que je n'ai pas à ce niveau, des choses très différentes. Parce que l'un, c'est un film, pour rester en France, c'est un cinéma, c'est un film de, je ne sais pas si tu connais, Traité de bave et d'éternité de Isidore Issou. Je ne connais pas les films, mais je connais évidemment Isidore Issou. Oui, mais tu n'as pas vu le film. Non. Bon, parce que... Mais Issou, c'est un peu comme toi. Il était un peu comme toi. Il était un juif qui venait de Roumanie, effectivement. Et il était quelqu'un comme toi qui disait des choses énormes comme ça. Il disait, je suis le plus grand écrivain, comme tous les autres ne sont pas bien. Ou des choses... il a été chez Gallimard quand il avait 23, 24 ans. Et il a dit, tu dois me publier parce que je suis le meilleur. Des choses comme ça, très liées à l'expérience de l'avant-garde roumaine. Et je vais dire à un certain moment peut-être 2 mots sur ça. Donc son film c'est vraiment extraordinaire, c'est fait très low budget, c'est très anarchique et c'est très dans l'esprit de la nouvelle vague avant
10 ans que la nouvelle vague a commencé à exister. Tu vois, et après, même avant le Guy Debord et ça, il était les gens qui a coagulé. Les lettristes, non? Au début, les lettristes. Oui, avant les situationnistes. Oui, exactement. Et l'autre direction, si je peux dire comme ça, c'est, on peut parler d'un film comme Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls, qui est un documentaire très modeste au niveau formel, donc c'est à l'opposé de Issou, mais c'est un documentaire long qui a été interdit en France pendant 10 ou 15 années, je ne me souviens pas, parce qu'il parlait de la collaboration avec les nazis de France, et donc il détruisait le mythe de la résistance, un peu. Donc, je pense que, parce que je me considère peut-être, et ça c'est une question à parler si on a du temps, parce que ce que je trouve un peu extraordinaire dans ton travail, c'est que tu fais des choses sur des sujets, on peut dire, européens, je ne sais pas, la culture européenne, Don Quichotte, le christianisme, le ramage, Casanova, Dracula, le marquis de Sade, toutes ces choses-là. Et moi, je me considère un cinéaste local. Je suis quelqu'un qui, j'ai besoin de travailler dans la culture locale. C'est peut-être parce que je suis roumain, est-européen, et je n'ose pas de penser à pouvoir faire quelque chose sur Voltaire ou des choses comme ça. Mais toi, tu fais ça. Oui, mais reviens sur les... Et la scène, mais non, je voudrais dire que la provocation, pour moi, ça existait quand j'ai fait un film sur l'esclavage des gitanes en Roumanie, qui était un film plutôt traditionnel, mais ça a énervé beaucoup les gens à cause du sujet, ou quand j'ai fait des films sur la participation de la Roumanie dans l'Holocauste, et ça qui a énervé beaucoup de monde. Et maintenant, pour ce film, c'était aussi cette question pas de la sexualité, de la relation entre sexualité, société, politique, etc. Et pour cette scène, je l'ai fait très simple. J'ai eu une actrice qui est une actrice professionnelle, mais qui est une actrice qui fait seulement, ou la plupart du temps, de théâtre indépendant, théâtre très underground, comme ça. Et quand j'ai parlé de ça, il a dit, j'ai aucun problème. Pour le mari, j'ai eu un acteur porno. Je voulais quelqu'un un peu plus gros comme moi, mais les acteurs porno sont bien faits. Et après, on a tourné ça très, très facilement avec un iPhone comme ça. C'est l'acteur qui enregistrait parce que je voulais avoir cette idée trash un peu de côté film amateur porno. Et ça, pour moi, c'était la première fois que je faisais une scène comme ça. Mais ça c'était, et je pensais que ça serait difficile à faire, mais c'était très, très facile en effet. Moi, ce qui m'intriguait... Comment tu as fait? Parce que dans Liberté, c'est quand cette femme se pisse sur ce mec, et ils ont ces comédiens, ils ne sont pas des comédiens porno. Non. Et comment tu les les avais convaincus? Bon, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est un peu dans l'ambiance et tout ça. Seulement le type ça, que c'est un très bon ami, le type qui joue ce rôle, et je lui dis, va pisser dessus, il dit, ah, pas de problème. C'est la même chose que j'aurais dit si quelqu'un me le demande à moi, je lui dis. Pas de problème, il y avait un moment que j'ai dit, il faut que tu le... Je ne l'ai pas dit à lui, mais la personne qui devait pisser, j'ai dit, tu pisses sur la bouche, non? Oui. Et sans lui dire à lui. Et l'autre, il commence à pisser, et il tombe un peu, il dit, chaque fois ici, et je vois que le type fait et c'est la seule chose qu'il n'a pas osé de voir les pipis, mais parce qu'il tombait un petit peu. Mais bon, c'était une autre question, c'est une autre... je ne sais pas, parce que là, il y avait le sujet du libertinage, tu sais. Oui. C'est le sujet de vraiment une petite transgression. Alors, moi, j'ai aimé cette petite tension de, on ne sait pas, non, il faut aussi voir, on va transgresser quoi.
on ne va pas transgréder quelque chose pour le public, parce que sinon on les préparerait, non, on ferait une grande préparation, on serait conscient de ce qu'on veut transgréder quelque chose, on veut être subversif, et on va montrer quelque chose, mais comme tu dis, et tu l'as très bien dit, ça doit être tellement grand, aujourd'hui, cette transgression, que peut-être on n'y est pas, on n'est pas capable, et on voit tous les jours dans la télé des transgressions qui sont beaucoup plus fortes, à tous les niveaux, des violences, etc. Alors, ça n'avait pas de sens. Alors, le seul petit sens qu'on pouvait trouver à tout ça, c'était ça, de transgréder quelque chose, mais qui est plus dans les côtés intimes des personnes. Tu sais, que c'est quelque chose qui va poser des situations angoissantes, des situations désagréables, ou légèrement désagréables, en même temps légèrement joyeuses, non? Parce qu'il y avait un côté de joie, dans le sens que, tu sais, il y a une légèreté, très à la surréaliste, comme tu dis, non? Qu'il y avait un côté ça, de jouer un peu, non? Et de la confusion entre le jeu et la réalité, et en même temps ça peut être tragique, mais ça peut être comme dans ton film, en comédie, ça peut être trash. J'aime beaucoup ce côté trash de certains films qu'il y a. Et aussi en Roumanie, non? Parce que la réalité c'est déjà un peu ça. Ça donne un peu tous les blacks avec les gens et tout ça. C'est pas comme en Espagne, les gens civilisés. Mais c'est beau, c'est-à-dire c'est drôle. Oui. Non, c'est une réalité un peu limite, mais et là non, c'était une autre histoire, c'était plutôt lié à les côtés intimes et de voir où les gens. Je sais pas, parce que c'était tout un mélange. Mais dis-moi, en parlant de provocation, ou des choses un peu qui ne sont pas faites, ou qui ne sont pas parlées, qui ne sont pas... j'ai vu le dernier film de Almodovar, de Madres Paralelas, et j'étais étonné, je ne discute pas la qualité du film, et ça, mais à la fin, pour 30 minutes, c'est pour la première fois, je pense, que je vois dans un film fait en Espagne, parce que tu es catalan, mais qui parle de la guerre civile, tu ferais un film comme ça? Parce que je me suis dit, quand j'ai vu le film, pourquoi c'est Albert Serra qui a fait un film sur ce sujet, avec son côté provocateur et ça. Ça t'intéresse pas? C'est une bonne question, mais comme il y a toujours, quand il y a les côtés politiques, moi je ne suis pas très intéressé, parce que tu sais, c'est très difficile. C'est aucun film espagnol sur ça? Peut-être. Non, il y a plein. Ils sont des sont clichés académiques, avec des points de partie. Alors, pour moi, comme avec tous les autres films, un peu, ça serait l'idée de faire un film sur la politique, mais n'avoir qu'un point de vue. Vraiment, c'est comme ça, avec les acteurs, avec le sexe, ou avec des autres sujets que j'ai pu traiter, de se livrer complètement de n'importe quel préjugé que tu puisses avoir sur ce qu'il faut dire. C'est très difficile ça, parce que dès que tu parles de l'histoire, et ça tu peux en parler plus parce que tu as travaillé un peu de ça, dès que tu parles de l'histoire, non, comment dire, il y a une espèce de vérité, un petit peu en vérité acceptée, que c'est difficile de la nier ou d'aller contre ou de commencer à faire des fantasies. C'est pour ça que les films de Tarantino, non, et de certains films qui jouent avec ça, c'est un fait difficile d'accepter, parce que, surtout du point de vue du politiquement correct de la gauche classique, parce que réviser l'histoire pour la rendre moins aimable ou pour la rendre plus méchante, non? Toi tu manipules l'histoire, mais pas pour donner une vision plus idéalisée de cette histoire, où les bons sont plus clairement bons. Non, tu manipules l'histoire comme si c'était par exemple un type, je sais pas, un type qui peignait l'Holocauste et tout ça, non? Alors, dès que tu peux pas faire ça, parce qu'il y a comme une vérité acceptée, ou légèrement acceptée, même si c'est dans le cadre d'une fantasy, film fiction, ou après, ça a moins d'intérêt pour moi, parce que dès que tu perds cette liberté, alors tout ce qui est politique, c'est tellement, contrôlé, tellement connoté de plein de... Évidemment, il y avait Silverberg qui avait fait cette idée de sur Hitler. Oui, sur Hitler. L'idée, il a pris un peu cette idée de... C'est pour ça qu'il a toujours... Tu as fait aussi un film sur Hitler, oui, que j'ai pas vu, donc ça t'intéresse, sur Goethe et sur Fassbinder, j'ai lu sur le film, je l'ai pas vu, donc c'est... Non, c'était la même idée que Silverberg, dans le sens que c'est de l'opacité. C'est-à-dire, toutes les traces ou tous les restes qu'on a de l'histoire, ce sont que des restes opaques. Alors, il nous donne aucune piste de ce qu'il faut faire avec ça. Alors,
à partir d'ici, tu peux construire. Alors, tu peux construire l'histoire avec des morceaux qui sont ça, avec des marionnettes, avec des images d'archives, mais complètement hors contexte, non? Comme des traces que tu peux librement manipuler parce que ce sont opaques. Ce sont des traces opaques que tu ne prétends pas de chercher une transparence ou une idéologie qu'il y a derrière. Mais ça, c'est très difficile. Parce qu'avoir cette attitude, et c'est pour ça que, bon, dès qu'il y a la politique, il y a l'histoire encore, tu sais, parce que c'est une fantaisie l'histoire aussi, les passés. Mais quand il y a des connotations idéologiques très fortes, je trouve que ça. Mais toi, tu peux parler plus parce que toi, tu as. Non, parce que. Et parce que tu joues un peu les côtés satiriques aussi avec l'histoire. C'est déjà une déformation, plus ou moins, même si c'est pour dire des choses, Oui. tu sais, plus acceptables que non? Mais aussi avec les côtés de collaborationnisme, c'est un peu plus inacceptable, etc. Non, parce que quand tu dis c'est une correctitude politique de gauche et tout ça, en Roumanie c'est exactement l'inverse, c'est une correctitude politique d'extrême droite d'une certaine manière pour certains sujets. Donc pour moi c'est ça que c'est un peu difficile quand les gens, et je peux comprendre pourquoi dans certaines situations les gens disent je suis contre la correctitude. Je suis un peu en résistance de ça, parce qu'en Roumanie, c'est exactement l'envers. La plupart de la monde intellectuel, artistique, de la politique, comme ça, c'est de droite ou d'extrême droite ou contre la correction politique. Moi-même, je suis traité comme sale juif. Je ne suis pas juif, mais peut-être à cause de mon nom et des sujets des films, ils disent c'est un sale juif. Je suis traité de bolchevique, payé par de wok, de toutes ces choses comme ça. Donc c'est à cause de ça que je sens un besoin un peu pervers, d'une certaine manière, d'être un peu contre ça. Bon, mais soit qu'il vient d'un côté, soit il vient d'un autre côté, c'est exactement la même, comment dire, pression. Censure plus ou moins pour ne pas pouvoir traiter les choses d'une façon totalement spontanée et innocente. Et ça t'oblige à réagir. Tu sais que c'est un peu triste en tant que créateur d'une fiction ou d'une espèce de fantaisie, réagir à une pression, ça ne va pas avec la fiction. Tu sais, ça ne va pas. Surtout quand tu dois, dans le cinéma, que tu dois utiliser des gens réels, des acteurs. Les acteurs, ils ont aussi son avis politique. Non? Il y a beaucoup de moments où, par exemple, dans certaines scènes, par exemple, on dit liberté sur ce sujet de l'oppression, par exemple des femmes et tout ça, où peut-être certaines actrices disaient ça, je ne suis pas d'accord pas avec faire ça, parce que les gens en général, à moins les gens que j'ai rencontrés qui étaient dans mes films. C'est quelqu'un qui disait je fais pas ça? Non, mais je le sentais. C'était des gens qui voulaient le faire, je me fichais un peu, ils le faisaient également. Mais je sentais qu'ils pouvaient être contre les significations, soit littérales, soit symboliques, ou dans les cadres dans lesquels tous ces actes pouvaient être encadrés et manipulés. Ou même pas manipulés, c'est-à-dire que ça pouvait donner une image un peu dangereuse du point de vue de la correction politique, de ce qu'on pense aujourd'hui que ça doit être, je ne sais pas, la relation entre les hommes, ou la relation sexuelle, ou je ne sais pas. Non? Alors, si c'était déjà là, et déjà avec des personnes qui ont tout accepté, c'est-à-dire qui se sont offerts librement. Mais moi, je sentais ça. On n'a pas arrivé à avoir des conversations explicites sur tout ça, mais moi, je le sentais. Il y avait cette petite réticence. Et je me suis dit, bon, je m'en fiche, je m'en fous, il y a une réticence, mais ce qui compte, c'est les images, c'est les films qui vont être à la fin. Bon, c'est pas mon problème, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Si les gens veulent partir, on peut partir, si tu n'aimes pas, tu ne le fais pas, personne ne te demande rien. Alors, mais en même temps, imaginons ça dans la politique. Non, tu as dit les sujets, tu as les sujets Non, c'est pas... Ça doit être beaucoup plus fort parce que l'idéologie, non, il y a beaucoup d'idéologie aujourd'hui sur les relations personnelles, comme les gens doivent se comporter avec le sexe,
avec les autres personnes. Oui. Non, il y a déjà, dans ton film, c'est ça, non? Toute la troisième partie où il y a des discussions, c'est demi-grotesque, demi-intelligente sur les sujets. C'est un peu ça. Il y a idéologie au-dessus de ça. Absolument. Et ça touche l'intimité. Alors, dans la politique, c'est un peu la même histoire. Au moins que tu puisses arriver à faire un film à la Fassbinder, on pourrait dire, où tu sais, la politique s'est totalement insérée dans l'intimité des personnages, et comme la vie privée, la vie publique des personnages, aussi les gens qui fabriquent les films un peu. Mais bon, si tu travailles avec, comme je viens de dire, par rapport au sexe, si tu travailles avec des gens sympas, même s'ils sont contre, ils le font. Tu sais, ou ils sont contre, ils sont relativement contre, ils le font. Mais là, avec la politique, tu sais, moi je parle de politique dans les dîners, je suis en train de me faire le montage du film. Et là, chaque jour, on est 4 monteurs. Et on va dîner ensemble tous les jours. Et évidemment, au bout de 3 mois, 4 mois, tu parles de tous les sujets, surtout soit l'actualité, la politique, tout ça. Et si déjà là, on ne se comprend pas, et on a des avis très violentement opposés sur beaucoup de sujets, imaginons que cet ensemble, non, des gens doit créer une fiction où il y a un contenu politique assez important. Moi, je pense que c'est très difficile. C'est très difficile, en fait. Parce que les gens ne comprennent pas. Oui, mais je ne voulais pas dire que tu dois faire nécessairement un film politique comme ça. Tu peux le faire. Pour moi, je peux dire que c'est pour ça que j'ai donné ces 2 exemples, entre Isidore Issou et Ophuls, que tous les 2 sont importants. C'est un côté formel qui est très très important. Parfois, je reçois des propositions, soit des scénarios, soit des gens qui m'écrivent sur Facebook ou sur email et ils disent pourquoi tu n'as pas fait un film sur ce sujet, sur ce sujet, sur ce sujet. Et j'ai dit tous les sujets sont possibles, mais je n'ai pas aucune idée de cinéma. Dans le cas. Mais en revenant parce que la politique, simplement pour revenir, pour dire une dernière chose, où il y a des images réelles, images en mouvement, c'est-à-dire à partir du XXe siècle, moi je trouve que c'est très difficile. À moins que tu le fais, ça, que ce soit complètement c'est quoi difficile? J'ai pas compris. Difficile de faire quelque chose en fiction qui ne soit pas un pastiche. Tu sais, tu vois des vrais nazis, c'est assez étonnant. Tu vois Staline, même Sokolov par exemple dans le film qu'il a fait sur Lénine, et qu'il y a Staline là dans une scène et tout ça, qui c'est très très bien fait au niveau de caractérisation, etc. Bon, les images réelles sont tellement... Tu sais, tu dois chercher c'était Cyberberg aussi, il y avait ce problème. Chercher autre chose, tu ne peux pas faire... ça, c'est le plus mauvais film sur l'histoire ou sur la politique où les gens prennent, je ne sais pas, quelqu'un pour jouer Hitler ou pour jouer... Oui, mais si tu veux le faire, tu dois faire pour faire le réalisme, c'est plusieurs films sur Ceausescu, la Roumanie, où c'est un acteur qui joue, c'est ridicule, bien sûr, c'est tout le temps ridicule. C'est ridicule, mais qu'est-ce que tu fais si tu veux encore le faire? Comment le faire? Et c'est pour ça que je disais l'exemple de Cyberberg, parce qu'il dit peut-être, dans cette impossibilité, il dit bon, on va considérer tout opaque, on va peindre des morceaux opaques et c'est la seule solution. Mais sinon, parce que dès que tu représentes quelque chose, ça veut dire que tu as une idée. Tu veux dire quelque chose sur ça. Alors c'est très difficile de se mettre dans la position dans laquelle je me mets dans les films en général, parce que pourquoi tu parles de ça? La politique c'est idéologique. Pourquoi tu parles de ça si vraiment tu ne veux pas dire quelque chose d'intéressant? C'est pas une performance ça. Tu sais? Peut-être oui, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé la façon. Toi, dans ta troisième partie de ton film, tu essayes un peu de ça, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Dès ce qui rentre dans un côté, soit didactique, brechtien, soit, je ne sais pas, pur fictionnel, qui est grotesque s'il y a déjà des images réelles. C'est pour ça que moi, si c'est avant le XXe siècle, tu te sens plus libre. Oui. Mais Hitler, moi j'ai fait, c'était comme une espèce de ça, c'était totalement brechtien, Cyberbeck, tout ça. C'est des gens avec une oreillette. Mais c'était fiction, bon, on ne va pas en parler ici parce que c'est trop compliqué, mais
Pourquoi on ne peut pas le voir, ce film de toi? C'est trop long. Parce que c'est pour le monde de l'art contemporain, c'est oui, c'est une scène lunaire. C'est compliqué de... Parce que j'ai l'impression que la vraie provocation, la vraie, comment je peux dire, la vraie question de les choses les plus qui osent les plus sont les choses le risque qu'ils ne sont pas vus. Comme les films de, je sais pas, je parlais avec Nadav hier, des films de Andy Warhol. J'aime beaucoup les films de Andy Warhol, mais plus d'une moitié, c'est impossible de le voir. Et oui. On voit tous les autres films, mais... Ça, c'est une autre question aussi. Oui, mais ça fait partie du cinéma, j'ai l'impression que plus que des autres choses. Non? Difficile à dire. Moi, si j'ai fait un film, je me fous aussi de ce que les gens vont aller voir. Toi, ce qu'on peut nommer succès, tu es quelqu'un à succès. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Succès, c'est déjà de faire des films, pouvoir faire des films et avoir la chance de pouvoir les faire, un film qui aura la qualité à la fin. Oui, pour absolument. Pouvoir avoir la qualité, tu dois pouvoir les faire d'abord, pour savoir s'il y a de qualité ou pas. Alors, pour moi, c'est ça, avoir de la chance, c'est de pouvoir tester si les films à la fin ont de la qualité ou pas. C'est déjà beaucoup de chance. Et moi, comme tu sais, c'est tellement difficile de faire des films, comme je sais ici qu'il y a des autres réalisateurs, des films qui sont bons à la fin, c'est tellement risqué, c'est tellement compliqué qu'ils soient, et même aujourd'hui, et peut-être c'est un peu ce côté fragmentaire de le cinéma d'aujourd'hui, dans le sens que chaque film, ce sont des recherches partielles. Parce que si c'est déjà un film qu'on dit un grand film, c'est déjà académique d'une certaine façon, cette perspective. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut, qu'il n'y a pas de risque, parce que ça sortit trop bien, ça c'est trop chanceux. Il n'y a pas... Alors, c'est un peu ça, parce que les films, les grands films veulent être un film qui n'a pas ses défauts. Et s'il n'a pas ses défauts, normalement, ça veut dire que c'est plus académique normalement, parce que tout ce qui pourrait échapper... non. C'est pour ça que ton cinéma me fait penser un peu à Warhol qui acceptait les défauts dans le film. Et c'est pour moi parce que bon, je viens d'une culture et d'une éducation un peu... La culture roumaine, c'est très... à cause de... Parce qu'on parlait un peu de l'avant-garde. Dans les années 20 et 30, c'était un moment vraiment extraordinaire en Roumanie où c'était tout d'un coup, parce que bien sûr c'était un pays de l'Est de l'Europe qui n'a jamais eu une grande culture, mais c'était passé quelque chose d'étonnant, que tout d'un coup c'était 5 ou 10 gens, effectivement plus, mais les plus connus, qui ont changé un peu la culture européenne après, comme Tristan Tzara, comme Eugeni Ionesco qui a commencé ses écrits en Roumanie. Mais en France, la plupart. Après, oui. Cioran, non? Cioran, Brancusi, c'était au même niveau. Et après, toutes les dictatures, la dictature fasciste, une partie de ces gens étaient juifs, donc étaient forcés de partir, comme Isidore Issou, qui a été vraiment torturé par les Roumains. C'est intéressant parce que parfois les Roumains, il y a des gens qui disent mais pourquoi Issou n'a pas jamais revenu en Roumanie, il a détesté. Bon, mais c'était donc cette liberté extraordinaire. C'est pour ça que peut-être que dans les films actuels des autres réalisateurs, peut-être on ressent légèrement ou pas, il y a plutôt les côtés réalistes, surtout, non, les côtés réalisme un peu... Oui, mais qui était important parce que après la révolution, pour finir, ce que je disais, c'est qu'après les dictatures fascistes, c'était la longue dictature communiste où la plupart de culture officielle était le réalisme socialiste, comme ça, et seulement après une petite culture littéraire qui était en dehors de ça. Et après la révolution, la liaison avec l'avant-garde ne s'est pas faite. À mon avis, c'était encore oublié. Bon, c'est pas complètement oublié, mais c'est un peu... et cette question de liberté, comme le titre de ton film, c'est cette liberté de faire des erreurs, de faire des choses qui ne sont pas parfaites, de faire des choses même qui sont mauvaises, comme faisait Warhol, comme faisait Fassbinder, d'une manière différente. Oui, parce que vous avez... Comment tu peux faire ça? Tu n'as pas l'impression, quand tu commences un film ou un plan, je ne sais pas, quand tu vois le film fini, que c'est mauvais et ça te fait un peu crisper?
parce que j'essaie d'échapper de ça. Et ça, c'est la plus difficile chose. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu la tension. Je pense que moi j'ai raison et des autres réalisateurs j'imagine aussi. C'est la tension de que, comparons par exemple cette tradition roumaine de cinéma actuel où il y a les côtés satiriques, humoristiques, on ne prend pas au sérieux, on risque un peu dans ces côtés. Par exemple, ça en Russie, ça n'existe pas. Tu sais, et c'est un pays communiste aussi, ça existe moins. Il y a toujours cette pression du grand art, tu sais, de cette espèce de mégalomanie artistique, cet héritage, etc., du grand art, soit qu'il vienne du 19e siècle, ou des avant-gardes du 20e siècle, au début du 20e siècle, mais cette pression de que tu es encadré dans une grande histoire de l'art, que tu dois faire partie. Et ça empêche un peu non, de sortir avec ce ton plus caricatural, humoristique, mais en même temps qui fait des grands films et des grands films artistiques. Certains réalisateurs comme toi, ils sont un exemple en Roumanie d'utiliser cette matière ou cette atmosphère pour peut-être de façon surprenante des films qui sont plus artistiques. Alors, non, comme ça pourrait être le cas, je ne sais pas, de certaines comédies à Hollywood des années 50 ou 40 ou 30, je ne sais pas. Non, il y avait un côté super artistique, même subversif dans une certaine façon, mais en même temps, c'est basé sur la légèreté de la comédie, du satire, de la farce, etc. Et moi, je pense qu'on est tous dans cette tension, parce que l'idée de, pour élargir un peu le spectre, on ne peut pas se prendre au sérieux aujourd'hui. En plus, on a les numériques. Avec les numériques, on peut, tu sais, on peut mettre l'ironie où on veut, on peut manipuler les choses de façon assez malade. Ça, tu peux savoir, et ça c'est la question qui est poissonnante dans notre domaine, c'est impossible d'échapper, que c'est la question de financement, que c'est la question de, quand je dis succès, je dis non, la circulation des œuvres, parce qu'il va être dans, je sais pas, des festivals, des circuits de distribution, de ça, et s'ils ne sont pas sérieux, ou s'ils osent plus, ou s'ils sont trop imparfaits, le risque est qu'ils ne sont pas vus. Comme le film de Issou, on parlait de le film de Isidore Issou, la seule façon, parce qu'il n'a pas été reconnu à son temps, et c'est beaucoup des autres. J'ai vu récemment un petit documentaire français qui, je pense que c'était présenté ici à Lille au Pays des Merveilles. C'est un film documentaire, mais vraiment expérimental au niveau de la forme, fait dans les années 75, je pense, par deux Algériens, et c'est sur les travailleurs en France, mais vraiment extraordinaire le film. Il n'était pas reconnu à son époque. Maintenant, bon, c'est un peu découverte. Il y a peut-être une projection à Centre Pompidou et au FID de Marseille, dans des places comme ça, et ça c'est tout. Alors c'est ça là le risque, non? Alors c'est trois. Moi je voulais parler de ces deux pressions, non? La pression d'élargir un peu l'horizon de l'atmosphère et tonalité des films avec des tons qui puissent arriver à être incompréhensibles pour le public, non? Aussi cette pression un peu de faire de grand art, non? Dans le sens de faire des films artistiques qui sont sérieux et dans la grande tradition. Peut-être ça peut être en tradition plus courte qui vient des années 60, 70, mais bon, en tout cas. Mais aussi la pression, comme tu dis, purement de faire des films qui sont acceptés pour soit l'industrie, soit les festivals, etc. Alors peut-être, et là c'est vraiment difficile. Parce que c'est la troisième, c'est la plus qui tu peux le voir dans des films, dans beaucoup de films, je pense. Peut-être. Mais dans des films roumains, ça se voit. Peut-être. Moi, j'y pensais pas. D'abord, mon argument que je voulais poser, c'était la pression de faire des choses inédites et en même temps qui ne sont pas trop risquées. Que ça peut être soit stupide, soit trop artificieux, soit trop... Et dans ton film, expérimental. Trop expérimental, soit non, qui reste dans les... Et dans ton film, non, il voit la trois parties, et bon, c'est vraiment risqué d'une certaine façon. Évidemment, c'est un film qui répond à l'urgence un peu du confinement, non, et c'est un peu justifié d'une certaine façon, parce que c'est dans cette démarche de l'urgence de faire n'importe quoi, non, mais faire quelque chose. Non, et c'est pour ça que les films étaient dans les bons lieux, dans les bons moments, et avec une intensité assez intéressante. Mais bon, dans ce cadre, ça peut marcher. Mais hors ce cadre de cette urgence,
Tu sais, Mais ça peut arriver seulement si on peut travailler plus vite comme réaction. Comment tu te... Parce que tu vois, la chose la plus grande, ou qui fait aussi Fassbinder très grande, Pasolini très grand, pas seulement leur grand talent de génie et tout ça, Warhol, c'est la vitesse du travail. Qui pour moi c'est une question très importante. J'aimerais faire plus de films que je fais. Soit j'ai pas le courage, soit je suis paresseux, soit j'ai pas d'idées, soit j'ai pas de l'argent. Mais quand tu vois que Fassbinder faisait 3 ou 4 films chaque année, je peux pas comprendre comment il faisait ça. Le problème c'est qu'aujourd'hui, avec les numériques, au moins dans mon cas, c'est difficile d'aller vite. Parce que, au moins dans mon cas, que je tourne d'une façon avec 3 caméras, beaucoup de rushes, etc. Parce qu'après, tu es dans les montages, et oui, si tu veux faire le meilleur montage possible, ça prend du temps. Oui. Tu ne peux pas le faire d'une façon superficielle. Alors, ça veut dire que même ce côté de faire un montage qui est rapide, ça pourrait avoir une valeur artistique. Mais ça me... Dans la case de Warhol, c'était oui, mais parce qu'il n'y avait pas qui était là-bas. Mais il n'y avait pas de numérique. Il n'y avait pas de numérique. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu, et en fait c'est l'une de mes obsessions, que je pourrais améliorer, faire le même style de Warhol, mais avec... Bien sûr, je ne dis pas de faire la même chose, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire, tu peux effacer un peu toutes les erreurs avec le numérique en gardant exactement le même esprit. C'est ça qui est l'obsession, ou les buts, non, de tout. Sans perdre une seule, tu sais, minuscule partie de cet esprit, avec les mêmes côtés direct, osé, comme ça, rough, non? Mais en même temps, comme dire, donner une formulation ou une finition même plus fascinante. Évidemment, le côté primitif dans les films de Warhol, c'est ce qui donne un peu la fascination. Mais ça peut être encore mieux, je pense. Et le numérique aide à faire ça, mais en même temps m'empêche de le faire vite. Et la vitesse, je suis d'accord, ça pourrait être... Mais après, tu finis pour faire n'importe quoi. Parce que oui, Fassbinder aussi, où il y a beaucoup de réalisateurs qu'on voit et qui font des films tout le temps, mais en même temps, bon, parfois tu dois faire un film, tu dois te concentrer un peu. Il y a des gens qui font un film, ils veulent faire les suites. Non, il faut le finir bien. Pourquoi? Parce que quand je sais pas, peut-être c'est quelque chose catholique ou chrétien, non, il faut faire les choses bien faites jusqu'à la fin. Non, au contraire, parce que Jésus a dit oublions la journée de demain. Mais quand tu dis que Fassbinder a exagéré et qu'il a fait plus de choses, la vraie question pour moi c'est s'il ne faisait pas les films mauvais. Parce qu'il y a des films. Est-ce qu'il pouvait faire seulement les bons films? Et je crois que non. Et il y a des gens qui ont besoin de ça, il y a des gens qui peuvent faire un film dans leur vie ou un livre comme Proust qui a écrit vraiment un seul livre, ou Joyce qui a écrit 2 ou 3 livres, je ne sais pas, ça peut arriver pour certains types de créativité, pour certains types de jeunes, pour certains types bien sûr, on ne fait pas la Capelle Sixtine dans un jour, mais Picasso, j'étais à cette exposition qui est très très bon au musée Picasso, il faisait centaines d'œuvres chaque oui, mais le problème des films, c'est que tu commences, c'est comme l'architecture. Tu vas emmerder les gens avec tes mauvaises créations. Parce que avec l'architecture, tu es une espèce de connard et tu fais les bâtiments et tu vas emmerder tout le monde, toute l'éternité pour ton putain avec les mauvaises créations que tu as fait à un moment donné. Avec les films, aujourd'hui, comme tu dis, les financements, c'est tellement complexe que ça, tous sont obligés à avoir des distributions, que les films sortent en salle, et tu dis, si tu es si prolifique et tu as cette productivité, tu vas emmerder les gens tout le temps avec tes créations mauvaises. C'est pas que tu vas faire un film et tu les vas garder dans ton ordinateur et personne ne va les voir parce que c'était pas si bon. Non. Mais Picasso ne gardait pas ses œuvres dans son poche. On peut les voir, on peut être émerdé, comme tu dis. Je sais pas. Oui. Non, c'est une question que je comprends quand même de faire. Tu sais, c'est un exercice que tu devrais faire dans ta tête un peu. Tu devrais t'obliger, je pense,
ce que j'essaye de faire un petit peu quand même. Même pour les jeunes avec qui tu travailles, tu sais, il faut que tu les évites, non? Un peu certaines hontes. Je ne dis pas que cette honte soit nécessaire. Et pour risquer dans un certain moment, il y a une honte, sincèrement, que c'est nécessaire pour connaître de certaines limites, ou pour aller un peu plus loin de certaines limites. Évidemment, si c'est un territoire inconnu, tu peux y rentrer avec beaucoup de doutes, d'hésitation et de traumatisme un peu. Mais est-ce que tu étais plus libre quand tu as fait ton film sur Hitler et Fassbinder, tout ça, que sur ton nouveau film, où tu fais le montage, je ne sais pas, des mois? Non, c'est la même liberté. C'est la même liberté que oui. Oui, ça c'est une question que je ne sais pas si j'ai une liberté intérieure, psychologique, de faire ça. Je me sens plus libre. Oui, j'ai fait des courts-métrages, parfois, parce que je me sens plus libre en les faisant. C'est pas de pression, c'est pas beaucoup de producteurs, c'est pas des financements, c'est pas des discussions avec des gens, discussions interminables, qui, un peu pour moi, c'est peut-être aussi plus faible, mais pour moi, c'est un peu de pression qui, à un certain moment, ça devient fatigante. C'est intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que moi, j'ai fait certains films plutôt pour l'art contemporain, qui sont des films narratifs, oui. Et qu'en même temps, ça donnait une liberté totale. Le soleil, je la sentais c'est ça. Très, très libre d'une certaine manière. Et c'est vrai que peut-être j'ai pu utiliser certains moments de ça pour l'art contemporain pour surtout ne pas être soumis à certaines lois de la narration par rapport à la unité des personnages, cette unité psychologique, cette unité de perception, certaines idées. Mais c'était pas un refuge, c'est-à-dire dans le sens de se sentir plus libre. C'était plutôt un lieu pour vraiment expérimenter un petit peu sans les conséquences fatales de faire des erreurs qui sont impossibles de corriger, comme dans un film. Non? Mais en même temps, maintenant, je pense, et peut-être certaines personnes aussi, certains réalisateurs qui sont ici aussi, dans la pression, il y a une forme de liberté aussi. Dans la pression, il y a une forme dans la pression extrême de succès, même si c'est un succès artistique, petite, c'est-à-dire même pas de succès du festival, un succès artistique petit. Dans cette pression, je pense qu'il y a une forme de liberté dans le sens que... ça peut donner de bons résultats, bien sûr. C'est comme la censure parfois. C'est ça, c'est l'acceptation de l'inévitable et de l'accepter d'une façon pleine et consciente et de réagir en fonction de ça. C'est comme si, moi je pense souvent à les gens qui vont dans la Deuxième Guerre mondiale, ou les gens qui ont fait d'énormes sacrifices dans des batailles et tout ça. Tu sais, quand les gens voient que là, soit dans la Normandie, il y a 50, 60 dans les premiers moments, des gens qui vont mourir, 70% de tous les gens qui vont aller dans la plage, dans les premiers moments, qui vont mourir, tu dis, bon, c'est qui va y aller? Tu sais, quand les chances sont si petites, mais là, il y a une forme, dans un certain moment, dans cette pression extrême, dès que tu acceptes cette forme, tu te libères d'une certaine façon, parce que tu dis, il faut le faire. Il faut le faire, point. Non? Alors, c'est-à-dire, il faut connaître cette pression, mais il faut risquer. Les films peuvent sortir pas très bien, mais il faut le faire malgré la pression. Et je pense que cette pression, ça peut donner encore une forme de créativité supplémentaire, parce que tu l'as accepté totalement. Tu l'as assimilé dans ton corps presque, et les films, malgré tout, n'évitent pas les risques nécessaires, comme pour ces soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Ce serait quoi éviter les risques là? Ce serait sortir en fuite, partir. Il n'y a pas de point intermédiaire. Tu sais, soit tu vas, soit tu pars. Je fuirais si j'étais peut-être. Je n'étais pas le premier à aller sur la place de Normandie à coup sûr. Mais le dernier peut-être. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de point intermédiaire. Tu sais, à ce moment-là, alors peut-être cette forme de pression, de ce qu'il a accepté, ça peut être maîtrisé d'une certaine façon, d'une façon créative, comme la peur. Tu as un exemple de ça? Parce que si je regarde autour de moi, j'ai l'impression que je peux voir dans des œuvres qui sont bonnes,
qui sont aboutis, si on peut dire ça, mais quand ils ont fait sur cette pression du succès ou financier ou comme ça, ils deviennent très prudents ou très crispés, même s'ils sont bons. J'aime pas de voir les choses assez crispées, assez crispées. J'ai pas notre. Comment il nous dit qu'il faut arrêter? On ne va pas dire ces exemples, parce qu'ils sont des exemples très beaux, moi je les connais, et on les va laisser pour les prochaines... J'aime bien quand tu dis exemple. Pour les prochains débats. C'est un peu comme Dali, là, dans l'enfance. Mais bon, en tout cas, il y avait plein de sujets que ça mériterait des conversations spécifiques pour chaque sujet. Mais... C'est sûr, on est soumis là à la pression du temps. Merci beaucoup Albert Serra, merci beaucoup Radoujo. Merci pour l'invitation, et pour dire toutes les bêtises ici. Et on retrouve à 19h Florence Miaille pour une leçon des images et à 20h le film Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perriot avec le cinéaste et ses invités en Cinéma 2. Voilà, merci beaucoup.